un peu de chance, j'ai un peu plus de temps parce qu'en fait j'avais deux topos, mais que j'ai fusionnés, puisque j'avais que la biothérapie en cas d'échec, en fait, donc d'un entité sous-cutanée dans la maladie de Crohn, et l'autre topo c'est dans la RCH. Donc finalement je vais vous pouler un peu les deux, et je vais commencer un peu comme Laurent en coupant l'herbe sous le pied en disant bah, de toute manière j'ai aucune réponse à vous apporter puisqu'on n'a en pratique aucun essai dans la littérature qui nous permette de faire une stratégie bien établie. Et donc, il y a un essai qui est en cours en France, dans beaucoup de centres. En fait, il vient juste répondre à cette question et qui va comparer l'infliximab au vedolizumab en échec, en fait, donc d'un antitérapie sous-cutanée dans la rectocolite hémorragique, donc le GOLI ou l'ADA. Donc, je vous invite éventuellement à rapprocher vos patients, s'ils peuvent rentrer dans l'essai, à participer à cet essai clinique. Alors, comme j'avais un peu le temps, finalement, j'ai divisé en 4 questions. La première, c'est peut-on éviter de se poser la question? C'est encore mieux si on n'a pas de choix thérapeutique à faire. Le patient est-il véritablement en échec thérapeutique? La pharmacocinétique, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est vraiment une aide à la décision thérapeutique? Et est-ce qu'on peut avoir d'autres critères de choix pour décider de sa seconde ligne thérapeutique? Alors déjà, se poser la question de bien traiter. En fait, je crois que quand on veut bien traiter un patient aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il vaut mieux mettre un anti-TNF en combothérapie. On a beaucoup de données dans la littérature. On avait les essais un peu pivot, Success et Sonic pour nous dire qu'avec l'inflix c'était mieux. On a les données ici, donc sur votre creux gauche de Saint-Antoine, donc qui retrouve que pour l'adalimumab ou l'infliximab, finalement, quand on le met en combothérapie, en fait, donc c'est mieux. Et on aura à se poser la question du changement thérapeutique que dans 30% des cas. Et ça, c'est surtout en rapport, en fait, donc avec l'immunisation. Donc même si on n'a pas forcément plus d'efficacité initialement, l'idée c'est d'avoir une efficacité prolongée dans le temps en diminuant le risque d'immunisation. Également aussi, il y a de plus en plus de données pour se dire qu'il faut peut-être être proactif, c'est-à-dire il faut peut-être pas attendre que le patient rechute en fait pour adapter en fait notre traitement, optimiser notre traitement. Et je vous ai présenté ici un petit essai, bon 40 patients dans chaque bras, c'est pas énorme, mais et on en a de plus en plus en fait donc qui arrivent pour nous dire qu'il y a peut-être un intérêt à optimiser sur les taux thérapeutiques du patient avant en fait donc qu'il rechute. C'est-à-dire que si on voit une résiduelle qui commence à diminuer, à ce moment-là d'emblée en fait on va optimiser notre traitement et on va diminuer le risque de rechute de notre patient. L'autre problème également, et on se voile souvent la face, en fait, c'est l'observance thérapeutique. C'est sûr que si votre patient prend pas le traitement, il a plus de chances en fait d'être en échec en fait donc de ce traitement. Et vous voyez que c'est pas un phénomène qui est rare, hein, puisque quelle que soit en fait donc la maladie inflammatoire de l'intestin, on a un quart à un tiers de nos patients qui sont inobservants. Alors comment en fait donc améliorer l'observance? Donc il y a bien sûr tout ce qui est autour de l'éducation thérapeutique. On n'a pas tous accès à ces modules-là. Il y a aussi, et je pense que c'est ce qui va se développer dans les 5-10 prochaines années, la télémédecine, mais il y a de plus en plus en fait de données en fait donc sur le suivi en fait donc l'e-suivi de nos patients et notamment donc cette étude assez récente qui montrait que lorsque l'on faisait un suivi en fait un peu plus régulier par des outils de télémédecine, finalement on augmentait en fait l'adhésion au projet thérapeutique de nos patients. Donc c'est des choses je pense sur lesquelles il va falloir progressivement s'habituer. Alors deuxième question, c'est une vraie question en fait. Donc le patient est-il véritablement en échec thérapeutique? Et c'est pas toujours évident en fait donc de savoir est-ce qu'il est en échec thérapeutique. Vous savez qu'il y a depuis 2015, alors il y a eu un nouveau consensus qui s'est établi en France, donc les données vont un peu évoluer, mais globalement on se base toujours aujourd'hui sur ces objectifs thérapeutiques avec en parallèle deux éléments. D'un côté le patient, il faut qu'il soit bien, pas de douleur au ventre, pas de diarrhée, pas de sang dans les selles pour la rectocolite hémorragique. Et puis de l'autre côté, un critère objectif finalement de notre traitement qui est la cicatrisation muqueuse, un maillot 0 ou 1 dans la rectocolite hémorragique et dans la maladie de Crohn, une absence d'ulcération. Alors c'est vrai quand on voit les choses binaires comme ça, c'est finalement assez simple, mais en pratique, c'est pas toujours évident. Alors c'est vrai que ça, c'est des données qu'on a beaucoup en fait donc montré l'absence de corrélation entre la clinique et l'endoscopie. Et c'est vrai que c'est particulièrement vrai dans la maladie de Crohn, mais c'est aussi vrai en fait dans la rectocolite hémorragique. Et ça, c'est une sous-analyse en fait de l'étude CHARM, qui était l'étude en fait donc pivot donc sur la donc de ultra en fait donc dans la rectocolite hémorragique pour l'adalimumab. Et vous voyez que même quand les patients en fait donc ont pas de rectorragie, en fait on a quand même un tiers des patients en fait donc qui restent avec une inflammation en fait donc muqueuse. Donc l'idée c'est que quand vous vous posez la question d'échec thérapeutique, il faut avoir un marqueur objectif en fait que le patient est toujours actif et que c'est pas que sur des symptômes. Après, parfois, ce qui je trouve un peu plus dur en pratique, en fait, c'est est-ce qu'il faut vraiment changer? Et je vous ai montré un cas local, rennais, avec ici, en fait, donc une endoscopie, en fait, donc pré-thérapeutique. On voit, il a des ulcérations, on le met sous combothérapie, puis après, sa muqueuse est globalement bien, mais en fait, il reste une ulcération. Est-ce que ce patient, il est en échec thérapeutique? Est-ce qu'il faut changer de traitement?
pour ma part, je n'ai pas changé de traitement, j'ai laissé comme ça parce que j'ai estimé en fait donc, que notre réponse elle était quand même extrêmement bonne et qui était très répondeur en fait donc au traitement, et peut-être qu'il fallait se mettre un peu plus de temps, optimiser les traitements en cours. Donc voilà, c'est juste pour un peu illustrer ça. C'est une étude qui a beaucoup de critiques possibles, rétrospectives, de l'équipe de Louvain, mais qui globalement montrait que quand on avait une forte réponse thérapeutique, la probabilité d'avoir un événement sévère, ici c'était la chirurgie, était identique alors qu'on n'avait plus du tout de lésions endoscopiques. Alors grande question, la pharmacocinétique est-elle vraiment une aide à la décision thérapeutique? Alors on va voir que dans certains cas probablement, mais pas dans tous les cas possiblement. Alors globalement, ça c'est pareil, on voit depuis quelques années tourner, en fait, on va avoir 3 grandes cases en fait de décision si vous faites des taux thérapeutiques. Vous allez avoir le patient avec des taux dits élevés, normaux ou élevés, le patient avec des taux bas et pas d'anticorps, et le patient avec des taux bas et des anticorps en fait donc positifs. Donc j'ai mis déjà une première croix en fait donc sur le patient qui n'est pas immunisé et qui a des taux bas. Globalement, on a un problème de dose ou d'observance. À ce moment-là, il faut réinsister sur l'importance du traitement pour le patient et il faut éventuellement en fait donc monter la dose. Lorsque l'on se retrouve en fait avec des taux bas et des anticorps en fait donc positifs, est-ce que ça peut être un intérêt? Il y a 2 stratégies possibles. La première, en fait, donc, qui est éventuellement de rajouter un immunosuppresseur en espérant avoir une réversion en fait, donc, de l'immunisation et de redonner en fait, donc, de l'efficacité à notre traitement anti-TNF. Alors ça, c'est quelque chose qui est bien. On a des études, pareil, c'est pas des études de grande envergure, ça c'est plus des case reports en fait, mais qui montrent qu'on peut avoir un certain degré d'efficacité. Après, lorsque vous attendez une efficacité en fait, donc dans ce sens, une réversion de l'immunisation, ça va vous prendre du temps. Vous voyez, sur ces quelques cas, c'était 10 à 20 semaines. Donc globalement, ça va être le patient qui va pas trop mal ou qui va bien et vous cherchez juste à optimiser un peu son traitement parce qu'il vous reste des lésions, par exemple endoscopiques, un peu inflammatoires. Dans ce cas-là, sinon, on a une efficacité de l'anti-TNF, notamment quand on est en perte de réponse plutôt secondaire, et on va se poser éventuellement la question de changer d'anti-TNF. Et là, on revient finalement sur notre première question, et on a des données ici pour l'illustrer, c'est que quand vous changez d'anti-TNF parce que vous avez une immunisation, la probabilité d'immunisation à la seconde biothérapie, elle est encore plus importante. Donc ça veut dire que lorsque vous faites dans cette situation un changement d'anti-TNF, il faudra absolument mettre un traitement immunosuppresseur associé en fait donc au changement. Question plus difficile où j'ai pas vraiment de question de réponse encore tranchée à vous apporter, c'est quand le taux thérapeutique finalement il est normal ou élevé. La question, on a envie de dire, il faut changer de classe. Mais on a des données assez récentes qui nous montrent que c'est peut-être pas en fait si évident que ça. La première chose, c'est que on a un effet exposition, efficacité, et que globalement, plus vous augmentez en fait donc la dose de votre médicament, l'exposition à vos médicaments, plus vous avez la chance d'avoir une réponse. Et on a eu des petites données, par exemple l'année dernière sur les fistules anopérinéales, où notre fameuse en fait fenêtre entre 5 et 7 de résiduel d'infliximab, on disait que c'est peut-être mieux d'être à 15. Donc finalement, qu'est-ce que c'est un taux thérapeutique? Un taux où on est en réponse thérapeutique, moi je ne le sais pas vraiment. Et il y a eu plus récemment donc cette petite cohorte en fait donc d'Israël en fait donc de l'équipe de Menorah qui a repris les patients qui avaient été optimisés par l'anti-TNF alors qu'ils avaient des taux dits thérapeutiques et donc au moins supérieurs à 3, mais quand on regarde les différents quartiles, ici on avait des patients qui avaient aussi des taux supérieurs à 9, vous voyez que quand on optimise en fait notre traitement, on a encore en fait donc une chance de récupérer en fait donc notre réponse thérapeutique. Alors, existe-t-il d'autres critères de choix, et notamment lorsqu'on a vraiment notre patient donc, qui est en échec anti-TNF, qu'on n'a pas trop en fait, donc, de solution derrière, on va avoir aujourd'hui, que ce soit dans la rectocolite hémorragique ou dans la maladie de Crohn, finalement, 3 grandes classes thérapeutiques. On va voir donc, les anti-interleukine 12-23, les anti-intégrines, et dans la rectocolite hémorragique, on va aussi avoir donc, les anti-JAK, avec le tofacitinib aujourd'hui. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on change de classe, on a vraiment très très peu de données aujourd'hui dans la littérature. On a soit ces données rétrospectives qui sont souvent très biaisées, et je vous ai mis ici 2 exemples. Donc un premier exemple italien avec quand même 160 patients pour savoir finalement après échec de l'infliximab lequel était mieux, est-ce que c'était l'ADA ou est-ce que c'était le Vedo. Et globalement dans cette étude, quand on regarde tous les patients, on a peut-être un petit élément sur le vedolizumab, mais en tout cas c'était pas significatif. Le seul élément dans l'analyse de sous-groupe qui ressortait, c'était éventuellement chez les patients qui étaient en perte de réponse secondaire.
Il y a eu l'équipe de Bordeaux qui a mené un travail multicentrique français qui a été présenté à l'UGW, qui est actuellement en cours de soumission, et qui a vraiment fait ce travail de reprendre les patients qui étaient en échec d'un anti-TNF sous-cutané et de comparer l'infliximab au vedolizumab. Alors quand on regarde le résultat brut en pourcentage, il y avait clairement un intérêt en fait donc de traiter les patients par vedolizumab, puisque la semaine, donc à la fin d'induction, il y avait 49% des patients en rémission dans le bras védo versus 26% dans le bras infliximab. Mais le problème, et c'est là le problème des études rétrospectives, c'est qu'il y avait un gros biais de sélection de population, c'est que les patients sous infliximab étaient beaucoup plus sévères que les patients en fait donc sous vedolizumab. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ajustent, en fait, on ne retrouvait pas cette différence entre l'ADA et l'infliximab. Alors on a d'autres études qui peuvent essayer de nous mettre un peu en fait donc sur la piste de savoir quel est le meilleur traitement à utiliser. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce qu'on appelle les network meta-analyses. Alors là, on fait des analyses en réseau. On va essayer de pooler plusieurs études en prenant un bras comparateur commun. Et dans les essais thérapeutiques, finalement, le bras comparateur commun, c'est le bras placebo. Et on va essayer de mouliner un peu donc tous les données pour savoir si on a un traitement qui éventuellement est supérieur à un autre. Alors ici, je vous ai mis les résultats de la dernière méta-analyse qui est une presse en fait donc sur la rectocolite hémorragique des patients en échec d'un anti-TNF. Alors c'est là où aussi il y a un petit biais, c'est-à-dire on ne sait pas si on est en échec d'un, deux anti-TNF ou de 3 anti-TNF, éventuellement parfois d'autres traitements. Donc c'est pas à prendre en fait franchement à la lettre, mais ça nous donne des pistes pour voir un peu ce qui sort. Et globalement dans la rectocolite hémorragique, quand on compare les différents essais randomisés en échec d'un anti-TNF, les deux traitements qui sortent aujourd'hui un peu, c'est l'Ustec et le tofacitinib. Dans la maladie de Crohn, en échec d'anti-TNF, on voit que globalement, les patients, les traitements, mis à part le vedolizumab, sur la réponse clinique et la réponse clinique, c'est qu'ils sont tous meilleurs que le placebo, mais finalement, entre eux, il n'y a pas de différence. Donc on n'a pas trop d'éléments pour nous dire s'il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Alors les autres critères de choix aussi, et je crois qu'ils sont assez importants à prendre en compte, c'est le fait d'avoir une diversité de classes thérapeutiques, ça va être les effets indésirables. Et finalement, de se dire, je vais peut-être prendre plutôt ce traitement-là que l'autre parce que j'ai peut-être moins de risques avec ce traitement. Alors c'est vrai que chaque traitement, ils ont leur propre en fait donc effet secondaire. Sur le védo en haut à gauche, on a peut-être un peu plus d'infections, notamment ORL du tube digestif. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'on n'a aucune donnée. Est-ce qu'il y a plus de cancer digestif quand une maladie n'est pas contrôlée? Je ne sais pas. Sous Ustec, notamment chez les personnes âgées, il y a peut-être un peu plus d'infections, notamment pulmonaires. Le problème de toutes les infections virales, notamment herpès saisonnier, en fait, donc chez les patients sous TOFA. Donc ça peut être des critères de choix. Si un patient il a déjà par exemple un herpès récurrent, est-ce qu'il faut lui mettre sous TOFA, peut-être sur un autre traitement? On peut éventuellement mettre ça dans la décision. Et également, je ne l'ai pas mis, mais la question qui peut se poser, c'est la prise. Ils sont d'administrations différentes. Il y en a qui est en perfusion depuis 2 jours, l'autre qui est en oral, l'autre qui est en sous-cutané. Donc c'est des discussions qu'il faut aussi avoir avec le patient pour savoir si lui il a une préférence, pour toujours dans le but d'améliorer l'observance en fait à ces traitements. Alors pareil, sur les analyses en réseau, il y a aussi l'analyse dans les essais thérapeutiques des effets secondaires. Finalement, on voit qu'ils sont tous globalement un peu pareils. Un peu plus d'effets secondaires en fait donc versus placebo, mais entre eux il n'y a pas de différence, mis à part, vous voyez ici en fait peut-être un peu plus d'infection sous TOFA par rapport au vedolizumab. Un dernier point que je voulais aborder, c'est aussi la raison du changement. On a des patients, ils ont une maladie inflammatoire de l'intestin, mais parfois ils vont avoir d'autres manifestations. Et c'est vrai que par exemple, quand on prend un patient qui a une spondylarthropathie associée aux maladies inflammatoires de l'intestin, vous pouvez le mettre sous Vedo, Tofa ou Ustec, ça ne marchera pas. Donc ça sera peut-être un critère de choix aussi pour le remettre en fait éventuellement sous anti-TNF, parce que c'est anti-TNF ou corticoïde chez ces patients-là. Également les manifestations paradoxales, on peut parfois en fonction de la manifestation paradoxale reçue sous anti-TNF avoir un critère de choix, peut-être vers l'un ou l'autre des traitements. Donc voilà, juste pour conclure sur un peu toutes ces données qu'on essaie de pooler. Donc s'assurer bien sûr que le patient il est bien en échec, qu'on a bien mené notre traitement, qu'il est bien adhérent au traitement. Moi je mets beaucoup d'étaux thérapeutiques, mais en pratique, et vous êtes tous dans la même situation, vous ne l'avez pas pendant la consultation. Donc de toute manière, vous faites un choix en fait quand vous voyez le patient du traitement en cours. Donc quelle que soit la situation, le premier chose qu'on fait, et ce que je fais, c'est que j'optimise mon traitement, voire je rajoute en fait un traitement immunosuppresseur si le patient est en échec. Ensuite, on va revoir le patient, en général assez rapidement, et on va voir nos résultats en fait de nos taux qui vont en fait permettre de nous guider dans nos différentes voies thérapeutiques, soit on poursuit, soit on change d'anti-TNF,
soit on change de classe. Et à ce moment-là, c'est en effet tous les signes associés, les risques du traitement et les modalités qui vont être prises en compte. Merci. Merci Guillaume. Est-ce que vous avez une question à poser à Guillaume Bouguen? J'ai une question. Est-ce que chez quelqu'un qui est sous d'anti-TNF sous-cutané et qui n'a pas de combothérapie initiale, qui n'a pas d'immunisation, est-ce que ça a un intérêt de rajouter de l'Immurel? S'il marche pas bien ou il est en perte de réponse? Non, s'il est en perte de réponse ou en réponse insuffisante. Moi, je pense que c'est bien parce que de toute manière, le choix... Alors après, sur la combothérapie, faut demander à tous les experts, il y aura plein d'avis différents. De toute manière, s'il est en perte de réponse, en fait, sous anti-TNF, il y aura la problématique du deuxième, en fait, donc traitement éventuellement derrière. Donc c'est un patient que, oui, je mettrais sous immunosuppresseur, puisque je pense personnellement que quand on est en échec, en fait, donc soit on change de classe, soit on reste sur la même classe, mais il faudra l'associer à un traitement immunosuppresseur. Et j'aurais tendance à optimiser aussi d'emblée son traitement. Donc je te répondrais plutôt oui. Guillaume, il y a certains phénotypes qui vont t'encourager à tenter une deuxième ligne d'anti-TNF-alpha, par exemple la spondylarthrite, une fistule. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ce que je disais. C'est vrai que quand on a un patient qui a une spondylarthrite ankylosante, ça peut être vraiment un problème parce que les autres traitements que l'on dispose aujourd'hui ne sont pas efficaces dessus. Donc, alors, ce qui commence à faire, alors, je vous le déconseille de faire tout ça dans votre coin, mais ça m'est arrivé de faire des combos de biothérapie. Parce que c'est vrai qu'il y a des patients, et ça arrive assez fréquemment, ils sont en échec d'un côté, ils sont très, très bien soulagés par l'anti-TNF en fait, sur le point de vue de la spondylarthrite, et on est un peu embêté. Et le but, c'est un bien global en fait, hein. C'est pas toujours que la maladie digestive. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, parfois, je me suis vu rajouter en fait donc un traitement pour essayer en fait d'avoir vraiment la double activité. Et Guillaume, tu ne crois pas que dans certains cas, ce qui va te faire choisir un traitement par rapport à l'autre, c'est aussi la simplicité d'utilisation? La sous-cutanée par rapport à l'IV, souvent va être plus intéressante. C'est évident. Après, quand on voit aujourd'hui, en fait, les deux IV qui nous restent, ils seront en 2021 en sous-cutané. Donc l'Inflix et le Vedo vont être en sous-cutané. Donc ça ne sera pas vraiment un critère, je crois, de choix. C'est ce que tu dis à tes malades, de toute façon, dans un an, vous serez en sous-cut. Bah, c'est clair. Yep. Merci Guillaume. Merci. On va enchaîner avec Maria, qui va nous parler des biothérapies au cours de la grossesse. C'est l'échec.